Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci. Nous avons évidemment les Galaxy S23 qui sont sortis. Bon, ça fait un peu plus qu'une semaine, mais ils sont sortis. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique. Nous avons des news au niveau justement carte graphique mobile aussi qui ont été testés, les 4080 mobiles et 4090 mobiles. Nous avons Intel qui a baissé le prix de ses cartes graphiques. En plus d'avoir évidemment sorti un nouveau driver qui booste les performances, donc ça c'est plutôt cool. Des dates de sortie pour futurs processeurs et plein d'autres news en tout genre. Il y a vraiment pour tout le monde ici. On a aussi des news au niveau IA avec ChatGPT, donc pour tout le monde. Vous avez dans la description une table des matières ainsi que sur la barre de lecture, comme ça vous pouvez sauter sur le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant de commencer ce Texama Show, on va faire un mini-test et une revisite du Blue Sona. C'est un micro ultra haut de gamme qui coûte 349 €. En tout cas, c'est son prix annoncé. Peut-être qu'il coûte moins cher sur certains sites. De chez Logitech. Qui a certaines fonctionnalités assez intéressantes. Notamment, il a un préamplificateur intégré. C'est pour ça qu'il a besoin d'une alimentation 48 volts d'ailleurs. Il a aussi une stabilisation excellente de la capsule. Genre, c'est normalement le micro ultime pour un noob qui vous donnera des très bons résultats directement. Mais j'étais pas impressionné par la qualité sonore. Toutefois, j'ai quand même regardé, parce que je me disais, c'est quand même pas possible, quoi. J'ai regardé une vidéo de Podcast Stage, c'est une excellente chaîne au niveau test micro. C'est en anglais, mais si vous voulez voir un avis sur un micro, il a à peu près testé tous les micros qui existent, ou en tout cas tous ceux qui sont intéressants. Excellente chaîne. Je mettrai un lien dans la description, notamment de son test de ce micro-là. Il avait quand même des bons résultats. Genre, il a même testé avec de la guitare et tout ça. Le résultat était bon, donc je n'ai pas trop compris. Jusqu'au moment où, justement, il parle de ces deux switches à l'arrière. C'est un peu les mêmes switches que vous avez sur le Shure SM7B que j'utilise. Et un de ces switches coupe les basses et l'autre switch permet de booster la présence. Sur le Shure SM7B, ça change un peu le profil du son, mais c'est raisonnable. Apparemment, sur ce micro, c'est trop agressif. Donc moi, lors de mon test, j'avais justement coupé les basses. Mais coupé les basses qui sont très basses, ce qui est normalement pas une mauvaise chose pour la voix humaine. Mais apparemment, ce micro est trop agressif là-dessus. Donc, j'aimerais vite fait le tester, le comparer juste au Shure SM7B parce que c'est le micro qui est à peu près au même prix et voir ce que ça donne. Donc, très vite fait, ça, c'est le Shure SM7B sans aucun effet. J'ai retiré tous les effets que j'ai d'habitude. Donc, c'est vraiment le son brut qui sort du micro sans rien du tout, branché dans mon Go XLR. Et du coup, on va pas faire vraiment de test, genre ou autre chose. Ça, on a déjà testé dans l'autre vidéo. Là, je veux juste vraiment le son. Et maintenant, on est sur le Blue Sona. Encore une fois, sans aucun effet et réglé de la même manière, à peu près à un point d'ailleurs de distance. Comme ça, on peut entendre. Ça, c'est normalement à une bonne distance. Et je fais un petit effet de proximité pour voir ce que ça donne. Normalement, j'ai remis les deux micros au même niveau, comme ça vous pouvez comparer. Et maintenant, justement, pour voir si ces switches font trop d'effets, je vais activer justement le switch qui coupe les basses, ce qui est souvent recommandé pour couper les bruits ambiants sur ce genre de micro qui le supporte. Donc voilà justement ce que ça donne au niveau qualité sonore avec le switch d'engagé. Et j'ai à nouveau désactivé le switch. Et honnêtement, j'étais réécouté. Ce switch est extrêmement agressif. Beaucoup trop agressif. Je sais pas pourquoi il coupe autant de basses. Il coupe clairement dans la fréquence de la voix, genre même dans les 400 MHz, ou 400 Hz plutôt. Donc c'est pas normal. Normalement, le Shure SM7B, il coupe en dessous de 100 Hz, il me semble, avec le switch. Donc, what? Pourquoi Logitech? Donc en réalité, je trouve que la qualité, ça va. Après, il coûte extrêmement cher. Donc, il est bien meilleur que ce que j'imaginais en termes de qualité. Mais personnellement, je paierais quand même les autres que j'avais recommandés dans la vidéo. Je mettrai dans la description la vidéo où j'avais testé justement ce micro. Mais je tiens à quand même préciser qu'il a réellement une bonne qualité. C'est juste que les switches à l'arrière, ne les utilisez pas honnêtement. La première news de la semaine, c'est le fait qu'évidemment Samsung a sorti toute sa gamme de Galaxy S23. Nous avons évidemment le S23 normal, S23 Plus et S23 Ultra. Le Ultra est celui qui change le moins. C'est basiquement le même design que le S22 Ultra, juste avec le côté un petit peu plus plat par exemple. Voilà. Mais toutefois, il y a quand même des énormes différences à l'intérieur de ces téléphones. Les S23 plutôt et S23 Plus, eux, profitent maintenant du nouveau design qu'on a vu introduit sur les S22 Ultra. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, c'est ces caméras qui ressortent à peine justement de l'arrière, mais qui ressortent quand même. Donc, ça veut dire que votre téléphone ne sera pas stable. Donc, voilà, c'est un peu embêtant.
Et par contre, du coup, là où vous avez vraiment des gros changements, surtout pour le marché européen, et c'est un énorme changement, tous les téléphones de la gamme Galaxy S23 dans le monde entier auront un Qualcomm 8 Gen 2 au niveau processeur. Tout le monde. Plus d'Exynos plutôt, tout le monde a du Qualcomm. Et en plus, il a été gravé chez TSMC et il profite d'une très bonne gravure. Il est très efficace au niveau énergétique. Donc pour ceux qui ont peut-être un S20, peut-être, ou même un S10 et qui comptent upgrade, ça peut être le bon moment d'upgrade, surtout d'un point de vue pur processeur. Pas juste pour la puissance, mais pour juste l'économie d'électricité, d'énergie, et aussi un petit peu une upgrade au niveau spec. Donc, yep. Si vous avez un S22, par contre, honnêtement, pas grand-chose qui change. Bon, rien que pour le processeur, pour certains, ça pourrait valoir la peine, honnêtement. Surtout si vous revendez votre S22 derrière, comme beaucoup de gens le font de toute façon. Du coup, c'est basiquement un peu les mêmes smartphones, à part ça, hein, il faut quand même en tenir compte. Le S23 a toujours un écran de 6,1 pouces, le S23 Plus a 6,6 pouces et le S23 Ultra a 6,8 pouces. Le S23 Ultra aussi a des nouveaux capteurs caméra, notamment le capteur principal maintenant est un capteur de 200 mégapixels. C'est le nouveau capteur de Samsung. Alors évidemment, 200 mégapixels pour la plupart des gens, pas forcément utile. Il y a même, j'ai vu des tests et honnêtement, on voit pas d'énorme différence. À part quand vous passez en mode 200 mégapixels et que vous prenez une photo en extérieur avec la lumière du jour, là vous pouvez voir une différence, mais à part ça, non, pas vraiment de différence. Par contre, ils ont amélioré le zoom périscope et il est vraiment genre encore meilleur, donc ça c'était plutôt intéressant. Et du coup, oui, ça, c'est à peu près tout au niveau des grosses nouveautés, on va dire. Il y a aussi une particularité avec ce Snapdragon 8 Gen 2, c'est le fait que c'est une version pour Galaxy. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est légèrement overclocké. Genre, très légèrement overclocké. Il passe de 3,2 GHz à 3,36. Ça, c'est déjà un petit peu plus. Et le GPU, lui, il était à... Où est-ce combien il était? Il est genre... Normalement, il a 680 MHz, un truc dans le genre. Il est passé à 715, un truc dans le genre. Donc, un petit peu plus par-ci, par-là. Donc oui, techniquement, c'est le meilleur téléphone Android avec un Snapdragon 8 Gen 2. Après, pas de grand-chose, soyons honnêtes. Et puis, peut-être que si vous prenez un téléphone gaming bien refroidi, ben, ça fera la différence par rapport à justement un de ces téléphones-là qui va finir par surchauffer un petit peu. Comme la plupart des smartphones d'ailleurs. Et du coup, c'était à peu près tout. Les prix ont augmenté un petit peu. Donc oui, Samsung en a profité un petit peu comme Apple au final. Ils veulent pas du tout compenser l'inflation, donc ils ont augmenté un petit peu les prix. Après, tenez-en compte, ils ont aussi augmenté la capacité de stockage minimum de ces smartphones, notamment sur le S23 Ultra, il passe de 128 à 256 Go. Et du coup, c'est pour essayer de faire passer un peu mieux la pilule. Mais ce sont des smartphones extrêmement chers. Je pense que la plupart des gens qui vont les acheter, en tout cas en France, bien souvent ce sera avec leur abonnement tout simplement de leur fournisseur de services de téléphone. Bien souvent ça vaut la peine des fois. Vous aurez en tout cas une réduction par rapport à juste l'acheter directement en boutique. On a une autre news en rapport avec les Galaxy S23 toutefois qui illustre un problème chez Samsung assez important quand même, c'est que l'installation par défaut d'Android sur les Galaxy S23 a atteint 60 Go. Donc si vous prenez un modèle, je sais pas moi, 256 Go, vous allez perdre 60 Go dès le début qui est utilisé par le système Android et tout ce qu'a rajouté Samsung. Notamment des applications que les gens n'utilisent pas forcément. C'est juste énorme franchement. Et ça devient un petit peu ridicule. Alors, on n'est pas, heureusement, selon moi, on n'est pas encore, voilà, une dizaine d'années, je dirais quand même, ou même 6-7 ans, oui, où à cette époque-là, je vous rappelle, les Galaxy S notamment avaient juste plein d'applications qui servaient à rien, qui ne pouvaient pas être désinstallées et qui prenaient énormément de place et c'était n'importe quoi. Heureusement, depuis, la plupart des constructeurs sont devenus beaucoup plus raisonnables à ce niveau-là. Ils incluent des fois des applications par défaut, mais vous pouvez les désinstaller, donc ça, c'est quand même c'est le strict minimum, mais c'est déjà mieux que rien. Maintenant, par contre, 60 Go, ça devient un peu ridicule, Samsung. Il serait peut-être temps de compresser un petit peu les choses. Ou de virer les choses qui ne servent à rien. Parce que 60 Go d'OS, même si, évidemment, l'OS de Samsung est
enfin, la version Android qu'a développé Samsung ici a plus de fonctionnalités que celle de base. Je ne sais pas s'il y a vraiment 60 gigas de fonctionnalités pour autant. Pour information, une installation neuve sur un Google Pixel 7 prend 15 gigas. Donc ça vous illustre juste à quel point il y a de la place qui est utilisée pour on ne sait pas quoi. Ensuite, nous avons une news follow-up par rapport à Anker et leur sous-marque Eufy, il me semble que c'est plutôt prononcé, qui est une marque évidemment de caméras de sécurité. Et pour information, je vous rappelle, il y avait eu un problème comme quoi quelqu'un avait découvert que tout simplement Eufy ou Anker, on peut le dire directement, envoyait des streams qui venaient de leur caméra chez les gens sur leur site web de manière non chiffrée. Donc quelqu'un qui savait chercher pouvait trouver ces flux vidéo. Du coup, la marque avait répondu en mode non, ce n'est pas totalement vrai, c'est ressorti de contexte, tout n'est pas mis sur le site web. Et puis c'est seulement pour fournir notre service web pour les gens qui ne sont pas à la maison. Mais finalement, ils ont admis. Ils ont admis qu'ils envoyaient des vidéos non chiffrées et qu'elles pouvaient être accédées. Et du coup, ils vont améliorer ça. Et selon moi, toujours le plus important quand une marque fait une erreur, et la plupart des marques feront toujours une erreur, ça finit par arriver. Il y a des êtres humains qui travaillent avec ces marques-là, les êtres humains ne sont pas parfaits, on finira toujours par faire une erreur. Du coup, selon moi, vous ne devez pas forcément juger selon l'erreur, vous devez juger selon la réponse à l'erreur. Et là, c'est très mauvais, Anker, genre vraiment mauvais. S'ils avaient admis dès le début, on a fait une erreur, on va corriger ça, j'aurais dit, ok, merci Eufy, merci Anker. Là, le fait d'avoir dit, non, 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 vous avez menti, c'est pas vrai, c'est pas aussi pire que les gens croient. Et puis finalement, ils sont en mode, bon, ok, c'était plutôt mauvais notre faille de sécurité. Ça donne pas confiance. Ça donne vraiment pas confiance. Personnellement, j'ai 2 produits Eufy que j'ai achetés moi-même. J'ai une de leurs sonnettes et aussi une caméra que je mets juste à la fenêtre pour voir s'il y a UPS ou n'importe quel autre livreur, genre DHL et tout ça qui passe. C'est plutôt pratique. Je filme pas la route, je tiens à le préciser. C'est pas filmé, c'est juste une vue pour moi parce que j'ai pas de fenêtre ici. J'ai pas de fenêtre. C'est plutôt sombre, donc il me faut ça pour voir la route, quoi qu'il arrive. Enfin bref, je dis juste ça. Donc personnellement, je m'en fiche parce que ça donne sur l'extérieur, en fait. Il n'y a aucune caméra qui donne à l'intérieur de chez Eufy pour moi. Mais en tant que consommateur, je me dis quand même, je me sens un peu trahi, même totalement trahi. Donc, vraiment pas cool, Anker, là. Encore une fois, moi, je juge toujours les marques selon leur réponse à un problème. Et là, clairement, c'est très bof. Ensuite, nous avons une news comme quoi Microsoft va utiliser ChatGPT dans leur service de recherche Bing et même dans d'autres produits en réalité. C'est dû au fait, si vous ne savez pas, Microsoft a investi dans ChatGPT justement pour justement avoir le droit de les utiliser et du coup, ils comptent utiliser dans leur système de recherche parce que, on va être honnête, Bing, pas le meilleur moteur de recherche au monde. J'ai essayé d'utiliser Bing pendant honnêtement des années. Et à chaque fois, il me déçoit en fait. Je recherche quelque chose, il va me donner un site web sponsorisé qui est totalement faux, ou alors il va en premier, et les premiers résultats n'ont rien à voir avec ce que j'ai recherché des fois, vraiment. Il y a des fois, il trouve plutôt bien. Forcément, si je cherche, je sais pas moi, une marque, je tombe sur le site web de la marque, waouh, merci Bing, tu as réussi à le faire. Mais des fois, oui, vraiment, je recherche un sujet un peu plus complexe et là, rien du tout. Donc, franchement, je pense que c'est pas une mauvaise chose de justement l'intégrer à ChatGPT. Maintenant, je me dis, est-ce que ChatGPT, à mon avis, doit... Genre, ChatGPT regarde tout ce qui se passe sur le web, pour information. La version que vous pouvez accéder d'ailleurs de ChatGPT, vous, pour tester, il y a un site web. C'est tout avant 2022, si je me souviens bien. Mais évidemment, eux, ils pourraient accéder à toutes des informations récentes aussi. Mais le truc que je me dis, c'est que est-ce que ChatGPT n'utilise pas en partie ce qu'il voit aussi sur Google? À mon avis, je ne serais pas étonné. Mais bref, du coup, ChatGPT va renforcer Bing. Et j'espère que ça marchera bien. On verra bien. Une news en rapport avec ça, c'est évidemment que Google travaillait depuis pas mal de temps sur des IA. Et forcément, ils avaient quelque chose de similaire à ChatGPT qui était en cours de travail. Et alors, on est
plus que le 8 février. Donc, normalement, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient annoncer leur clone de ChatGPT le 8 février. Il me semble pas que ce soit arrivé. En tout cas, je vois pas d'update sur l'article ni rien. Mais c'est sûr que ça arrive très prochainement parce que la quantité notamment d'utilisateurs qui ont essayé de ChatGPT est juste énorme. Et franchement, vous m'auriez dit dans un an plutôt, Google va être détrôné au niveau recherche. J'aurais dit non, pas possible. Genre, Google marche trop bien et genre, les gens dépendent trop de Google. Mais avec ChatGPT, genre vraiment, si Bing utilise correctement ChatGPT, ça pourrait détruire Google réellement. Du coup, le fait que Google soit en mode oh, vite, on doit sortir notre clone, pas étonnant du tout. Je dirais même, je m'y attendais. Si en tout cas ils avaient de quoi répondre. Donc, yep, c'est visiblement en train d'arriver et du coup, ce sera intégré peut-être en partie à Google, peut-être qu'il y aura un nouveau bouton ou autre chose. Donc, ce sera intéressant de voir justement ce que va faire Google et surtout, ce sera intéressant de voir si ça marche aussi bien que ChatGPT. Si vous n'avez pas encore testé ChatGPT, je vous invite, c'est vraiment intéressant en réalité de voir comment ça fonctionne. Des fois, ça a du mal pour certains trucs, mais il y a des fois, ça fait peur, franchement. Vous lui dites, par exemple, vous lui demandez « Oh, tu peux m'écrire un script pour faire une vidéo ?» D'ailleurs, cette vidéo est entièrement faite par Jad. Non, je déconne, c'est pas du tout le cas. Mais vous pouvez lui demander de faire un script, il va vous faire un script. Bon, ça fonctionne qu'en anglais, hein, ChatGPT, mais yep. Vous pouvez lui demander, genre, même une recette pour faire quelque chose, il va vous la donner. Et en fait, il le trouve sur le web, mais c'est tellement puissant à trouver des informations que c'est ça qui peut vraiment mettre en péril Google. Donc, vraiment pas étonnant que Google soit pressé là-dessus pour justement sortir leurs concurrents parce que réellement, on est peut-être en train de voir l'histoire se faire ici où Google va être détrôné. Et pour ceux qui se disent non, Google va jamais être détrôné, ben, dites-vous qu'en 2006, vous auriez dit à quelqu'un Nokia va être détrôné et dans quelques années ils vont être rachetés pour une bouchée de pain de leur valeur, tout le monde aurait rigolé dans votre visage, vraiment. Et puis l'année d'après, le premier iPhone est sorti. Et Nokia a juste totalement pas fait ce qu'il fallait faire. Ils ont continué de faire des vieux téléphones, ils n'ont jamais vraiment fait des bons smartphones, ils se sont fait racheter évidemment par Microsoft et tout ça. Yep. Donc, quand vous croyez qu'une marque est au top et qu'il peut rien leur arriver, des fois, des choses arrivent et ils peuvent vraiment juste complètement chuter du jour au lendemain en à peine quelques années. Donc, là, ça pourrait être le cas de Google. Donc, s'ils font pas attention, ils pourraient se faire couper l'herbe sous le pied. Ensuite, on passe à des news hardware avec notamment tous les ordinateurs portables qui ont été annoncés lors du CES commencent à sortir, ou en tout cas les benchmarks commencent à sortir, parce que nous sommes en février. Donc, notamment, nous avons les Ryzen 9 7845HX qui ont été testés. C'est le nouveau un peu haut de gamme de chez AMD qui était un processeur 12 cœurs 24 threads. Donc, ils ont rajouté 4 cœurs et du coup 8 threads à leur processeur mobile, comparé à 8 cœurs 16 threads avant. Et comme vous pouvez voir, il est monstrueux en termes de puissance. 90% plus rapide que l'ancien haut de gamme de chez AMD. C'est juste énorme. Après, en réalité, j'ai vu des tests et nous avons aussi évidemment la 13e génération d'Intel qui est sortie. Et en réalité, les processeurs réellement les plus efficaces à l'heure actuelle semblent être ceux de chez Intel. Alors, ils peuvent consommer énormément d'électricité, mais le 13900 quelque chose HX est l'un des processeurs les plus efficaces qui existent pour un ordinateur portable. Si vous le faites fonctionner à 35 watts, il vous donnera plus de performance que tous les autres processeurs qui sont disponibles actuellement. Il est même plus efficace que la puce M1 Pro à cette quantité d'énergie consommée, ce qui est quand même assez notable. Après, tenez-en compte, évidemment, c'est la puce M1 Pro, pas la puce M2 qui a amélioré les choses depuis, mais yep, c'est quand même très impressionnant. Donc, hâte de voir un peu plus sur cette guerre des processeurs, parce que là, on a surtout vu tout ce qui est très haut de gamme. Moi, j'attends de voir les processeurs plutôt milieu de gamme, ceux qu'on trouve dans des ordinateurs portables accessibles, parce que le 13900 quelque chose HX notamment, les seuls ordi portables que vous pouvez acheter maintenant coûtent plus de 4000 €. Donc, voilà, on va peut-être attendre un peu. Et justement, en parlant d'ordinateurs portables hyper chers,
nous avons les tests des RTX 4000 mobiles qui sont sortis. Et en réalité, pas toutes les RTX 4000, les 4090 et 4080. Et pour ceux, je vous fais un résumé très rapide, honnêtement. Elles sont très performantes. Comme évidemment, on est sur un processus de gravure plus bas pour les RTX 4000. Et aussi, on passe de chez Samsung à TSMC. C'est les cartes graphiques mobiles actuelles les plus efficaces au niveau énergétique. Donc, c'est-à-dire que si vous les faites tourner à 100 watts, elles vous donneront beaucoup plus de performance qu'une autre carte graphique d'ancienne génération à 100 watts aussi. Donc, réellement, très impressionnante au niveau performance. Maintenant, je vous le dis, encore une fois, il n'y a aucun ordinateur portable avec ces deux nouvelles cartes graphiques en dessous de 4000 euros. Donc, basiquement, on s'en bat les steaks. Un truc par contre, je m'en bats pas les steaks, c'est le fait que Nvidia avait annoncé il y a quelques temps, et j'avais oublié de le parler dans un Tech Sama Show, ils ont même sorti une vidéo, ils avaient annoncé, RTX Video Super Résolution, qui est basiquement DLSS pour des vidéos YouTube, ou n'importe quoi sur le web. Et ça semble plutôt bien marcher. Alors, ils ont surtout montré avec des images de jeux vidéo, ce qui est... Moi, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne avec des vraies personnes. Donc, il faudra voir un petit peu. Mais normalement, Chrome 110 supporte justement cette technologie qui est RTX VSR. Mais il faut qu'NVIDIA sorte un driver. Parce que le driver, pour que le public puisse l'utiliser, n'est pas encore sorti. Mais apparemment, le driver devrait sortir très prochainement, en février. Mais tenez-en compte, c'est seulement disponible à partir des RTX 3000. Pour jeu. Apparemment, une 2080 Ti, qui est quand même assez puissante. Une 2080 Ti n'a pas assez de puissance pour upscaler une vidéo. What the fuck, Nvidia? Là, j'en profite pour rappeler ma vidéo que j'ai sortie, pourquoi je suis passé sur une carte graphique AMD. C'est pour ce genre de raison. On peut pas me dire qu'une RTX 2000, même une 2060, ne peut pas faire ça avec des vidéos. C'est juste pas possible. D'où il n'y a pas la puissance. Et ça m'étonnerait même pas que AMD sorte la même chose et le rende disponible sur toutes les cartes graphiques d'AMD de ces dernières années et aussi sur les GTX 1000 de Nvidia. Ça m'étonnerait, mais alors vraiment pas. Donc là, j'ai envie de dire, Nvidia, c'est cool. Franchement, moi, j'attends cette technologie depuis longtemps. Mais le fait de ne pas le rendre disponible sur RTX 2000, là, c'est vraiment encore une fois un doigt d'honneur à leurs consommateurs, en fait. C'est décevant, parce que c'est une technologie qui est vraiment utile. Mais le restreindre au RTX 3000, ça le restreint à une beaucoup plus petite population, en fait, de gens. Ensuite, nous avons Intel qui a baissé le prix de leur Arc A750. On ne parle pas d'un avion ici. Alors, j'ai pas trop vu en Europe si ça a déjà diminué, mais normalement, ça devrait diminuer parce qu'ils ont pas mal de concurrence. Donc là, en tout cas aux États-Unis, ça devrait descendre à $250. C'est la concurrente directe à la RX 6600 qui est pas trop mal pour le prix. En tout cas, c'est une des cartes les plus abordables. Et l'avantage ici, c'est qu'avec les derniers drivers, honnêtement, surtout en 1440p, c'est le meilleur choix d'un point de vue performance pure. Maintenant, elle consomme un peu plus, beaucoup plus, mais ça reste, je dirais, raisonnable, surtout par rapport à une 4090. Donc, ça pourrait valoir la peine pour certaines personnes. Donc, il faut juste voir si... Est-ce que... LDLC là en stock. Non, mais c'est LDLC, donc on s'en bat les steaks. Visiblement sur Amazon, un peu en dessous de 300 €. Déjà un petit peu mieux, mais je suis pratiquement sûr que la RX 6600 est moins chère. XFX Speedster, machin chouette chose, sur Amazon à 279 €. Je parie que c'est ce revendeur Amazon qui a que des cartes XFX que j'ai recommandé déjà plusieurs fois et il semble vraiment legit, mais c'est toujours lui qui a les cartes les moins chères. Donc ma foi, il faudra voir si ça continue de diminuer et que ça devient plus intéressant en Europe. Parce que là, à l'heure actuelle, oui, si vous pouvez prendre une RX 6600 pour le même prix, moi, je prendrais plutôt la RX 6600. Surtout que si vous avez une RX 6600, je pense que vous êtes plus du genre à jouer en 1080p. Donc là, la différence n'est pas 3%. Donc, vaut mieux prendre la RX 6600, surtout avec des drivers beaucoup plus matures. Mais je tiens quand même à toujours dire que j'ai hâte que Intel rattrape son retard et qu'ils sortent des bonnes cartes graphiques. Ils n'ont pas besoin de sortir des concurrentes aux 4080, 7900 XTX et tout ça. Ils ont juste besoin de sortir des concurrentes aux 3060 et futures 4060. Faire beaucoup mieux pour le même prix et là, tout le monde sera content
et ils vont vraiment concurrencer le marché. Mais tiens, en parlant de carte graphique, nous avons justement des leaks au niveau du fait que la 4070 pourrait sortir en avril. Et on avait aussi eu un petit peu des leaks au niveau spec et surtout des specs supposés. Donc pour information, on utiliserait toujours le GPU AD104 qu'on a sur la 4070 Ti, juste castré évidemment. Donc on passerait notamment à 5888 coups d'accord. Et on aura aussi un bus mémoire de 192 bits, toujours comme la 4070 Ti d'ailleurs. Donc la bande passante de mémoire reste la même techniquement, c'est à peu près la même chose. Mais ouais, la grosse différence ici est au niveau coup d'accord. On ne sait pas le prix. On ne sait pas trop les performances. Elle pourrait être intéressante si elle sort à un bon prix, mais vu les prix de la 4070 Ti à l'heure actuelle, voilà. Donc je pense qu'elle va plutôt sortir le 1er avril, et tout comme le 1er avril, son prix sera une blague. Ensuite, nous avons une news qui concerne OnePlus avec leur nouveau OnePlus 11, et ils semblent avoir décidé enfin de revenir en arrière, parce que OnePlus, si vous ne savez pas, quand ils avaient commencé, je me souviens avec les premiers OnePlus, leur motto c'était vraiment on va concurrencer les téléphones ultra haut de gamme avec un téléphone pour moins de deux fois moins cher. Donc ils ont sorti un smartphone à 300 € qui avait des specs haut de gamme, basiquement. Bon, en réalité, c'était pas vraiment un smartphone haut de gamme parce que même s'il avait les specs, il ne faisait pas d'aussi bonnes photos et tout ça. Donc au fil des années, ils ont amélioré leur smartphone justement, mais ils ont aussi amélioré le prix. C'est-à-dire pour eux. Donc ils ont augmenté le prix. Et du coup, au bout de quelques années, ils étaient juste basiquement comme n'importe quelle marque de smartphone haut de gamme. Même prix, même spec, et à peu près la même chose dedans. Et ça s'est même dégradé au fil des années, surtout quand, je pense notamment quand ils ont changé un petit peu leur OS et qui sont de plus en plus rapprochés de leur société mère qui est... comment s'appelle la société mère déjà? Oppo, voilà. Donc ouais, franchement, c'est devenu décevant, OnePlus. Ici, avec le OnePlus 11, il semble revenir en arrière, surtout aux États-Unis, parce que le nouveau OnePlus 11, il n'y a pas de modèle Pro ici. Le modèle 11 est basiquement le modèle Pro au niveau spec, parce qu'il a un écran 6,7 pouces, il a un Snapdragon 8 Gen 2, il a vraiment des specs haut de gamme, quoi. 5000 mAh de batterie, chargement à 80 watts, et basiquement, il sort à 699 $, ce qui est moins cher qu'avant et qui est un petit peu le genre de prix que charge justement Google pour leur Pixel 7 XL et même Pixel 7 en vrai. Donc c'est un téléphone haut de gamme pour un prix moins cher, ou en tout cas un prix comme avant pour les téléphones haut de gamme. Donc c'est un peu plus rafraîchissant. Après, tenez en compte, bon, le problème c'est que en Belgique et en Europe, en fait, nous, voilà. Bon, évidemment, on paye les taxes, bien sûr. Donc, il est plus à 829 €. Ça reste moins cher que les téléphones haut de gamme du moment. Surtout que je vous rappelle que avec le fait que c'est techniquement le modèle Pro, son vrai concurrent, ce serait plus le Galaxy S23 Plus, pas le S23 de base. Ce serait aussi l'iPhone 14 Plus, à la limite. Et du coup, il est moins cher que cela. Donc, cool de voir que OnePlus a enfin décidé de revenir en arrière, même si je pense que c'est dû au fait que leurs ventes ont largement chuté ces derniers temps et que du coup ils se demandent oh, il faut qu'on fasse quelque chose les gars. Mais bon, quand même, il faut souligner qu'ils essaient de faire des efforts. Après, encore un peu plus, surtout en Europe, un petit 700, petit 699 € en Europe, ce serait juste parfait. OnePlus. Là, vous feriez vraiment du mouvement. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, il y a quand même des sacrifices qui ont été faits pour ceux qui se demandent. Après, selon moi, les sacrifices ne sont pas énormes. Il est au niveau de la certification résistance à l'eau et à la poussière, il est certifié IP57, il me semble. Donc c'est... Voilà, vous n'allez pas dans l'eau avec, mais s'il pleut dessus, ça va, il va résister. Personnellement, je trouve ça suffisant pour la plupart des gens. Et aussi, tenez-en compte, il n'a pas de chargement sans fil. Personnellement, j'en ai rien à faire du chargement sans fil, vu que selon moi, c'est un gâchis d'électricité et ça fait chauffer votre smartphone. Donc, yep. Et puis, vous avez du chargement à 80 watts. Donc, franchement, brancher un câble, ce sera beaucoup mieux. Donc, ouais, honnêtement, c'est une bonne chose qu'ils reviennent un petit peu en arrière. Même s'il y a encore du chemin. Maintenant, un autre truc qui va sortir bientôt chez OnePlus et qui est assez étonnant, c'est une tablette. Yep. Et du coup, c'est une tablette haut de gamme, pas ultra haut de gamme, qui a de grosses inspirations de l'iPad Pro, on va être honnête. Je pense notamment à son
clavier et même le système et tout ça, on dirait que c'est un peu flottant, mais ça touche quand même. Très inspiré de l'iPad Pro, mais je veux dire, ça marche, donc quel est le problème? Et du coup, c'est une tablette, comme je le dis, haut de gamme, mais pas totalement ultra haut de gamme non plus. Elle a un écran de 11,61 pouces, 144 Hz, une bonne résolution. C'est un ratio d'aspect, d'ailleurs, ou un aspect, comment on traduit ça correctement en français? Bref, dans tout cas, c'est du 7/5e, ce qui est un peu bizarre, mais ça marche. Et aussi le processeur, c'est un Dimensity 9000 de chez Mediatek. Alors certaines personnes détestent Mediatek, mais le Dimensity 9000, honnêtement, est très performant. Et si ça permet de réduire le prix, parce que Qualcomm, ils se font plaisir à niveau prix. Hein. Dites-vous quand même que le prix des smartphones est en partie aussi dû à Qualcomm qui est en mode money, money, money. Ils se font vraiment de l'argent. Donc, Mediatek font leurs processeurs pour smartphone moins chers. Et bien souvent, je suis sûr que des marques arrivent à faire des deals avec justement eux et à faire encore des smartphones encore moins chers. Donc là, si ça me permet d'avoir la tablette pour moins cher, moi je dis oui. Surtout qu'il est très performant. Il a un petit peu des fois du mal en émulation apparemment, mais yep. Moi je vois pas trop de problème. 9500 mAh au niveau batterie, c'est très bon pour une tablette de cette taille-là. Et ouais, franchement, ça semble être une bonne tablette solide. Personnellement, vous devez le savoir, j'adore les tablettes. Donc, j'ai hâte de voir ça. Si j'ai le moyen de mettre la main dessus, je n'hésiterai pas à la tester. Et j'espère qu'elle va sortir évidemment à un prix intéressant. Bon, après, on n'a pas encore de prix ni de disponibilité, donc on verra bien. Ensuite, nous avons une news au niveau de SpaceX, ou plutôt plusieurs news très importantes. Et ça concerne Starship, qui, je vous rappelle, est leur nouvelle fusée qu'ils sont en train de développer, qui est composée d'un booster ainsi qu'un ship qui est par-dessus. Le but de cette fusée, c'est d'être 100% réutilisable et d'apporter énormément de charges utiles en basse orbite, ou même n'importe où en réalité. Donc ça, c'est vraiment, si ça réussit, genre si la fusée marche bien, ça révolutionnera le milieu du lancement spatial. Du coup, ils ont complété 2 tests très importants. Le premier test, c'était du coup une simulation de lancement. Basiquement, ils mettaient la fusée, ils mettaient le booster, ils mettaient le ship par-dessus, donc le second étage. Ils stackaient tout, ils remplissaient de carburant, ils mettaient aussi l'oxygène et sur les 2 étages en même temps. Et ils testaient vraiment un full lancement. Donc, ils vont jusqu'à quand que normalement, ils devraient allumer les moteurs, mais évidemment, ils s'arrêtent juste avant de lancer les moteurs. Donc, full lancement pratiquement. Ils ont complété ce test-là et visiblement, ils ont eu de bons résultats parce qu'ils ont vite progressé vers le second test qu'ils devaient compléter depuis très longtemps et qui est très important. Et c'est tout simplement un static fire. Donc, c'est lancer les moteurs du booster du premier étage tous ensemble afin de voir si ça fonctionne. Et comme vous pouvez voir sur cette image, le booster a énormément de moteurs. 33 pour être exact. Ça, c'est Booster 7 pour information. C'est le 7e qu'ils ont fabriqué. Et du coup, 33 moteurs. La dernière fusée qui avait autant de moteurs, c'était la N1. Et c'était une fusée qui était censée concurrencer la Saturn V. Et elle était faite par les soviétiques, pour info. Et la dernière fusée moderne qui est encore utilisée à l'heure actuelle avec autant de moteurs, c'est évidemment la Falcon 9 Heavy de chez Falcon Heavy de chez SpaceX qui elle utilise 27 moteurs. Donc là, 33, c'est énorme. Et ça veut dire aussi qu'il pourrait avoir beaucoup de problèmes. Il suffit qu'un des moteurs ait un problème et voilà, ça peut être très mauvais. Après, ici visiblement, le Static Fire a déjà bien réussi, comme vous pouvez voir. Ça s'est bien passé. La fusée est toujours, ou en tout cas le booster est toujours intact après tout ça. Toutefois, il y a eu quand même quelques petits trucs qu'ils ont indiqués sur Twitter. C'est que l'un des moteurs a dû être arrêté juste avant le Static Fire. Donc, ils se sont retrouvés à 32. Et pendant le Static Fire, il y en a un qui s'est arrêté de lui-même parce qu'il a détecté un problème. Et du coup, ils en avaient 31. Et aussi, tenez en compte, ils tournaient à 50% de leur puissance maximum. Ce qui les mettait à peu près au niveau de puissance, pour info. 31 moteurs à 50% pour ce booster-là, ça mettait à peu près à la puissance de la Saturn V au décollage. Ce qui est énorme, vraiment énorme. Après, évidemment, le Static Fire a duré quelques secondes. Donc, voilà. Ou sinon, ils auraient détruit le pad de lancement parce qu'ils n'ont aucun système de... Normalement, il y a des systèmes qui bombardent de l'eau, là où, justement, la fusée bombarde des flammes. Comme ça permet de protéger les infrastructures parce que, juste là, c'est même pas les flammes, en fait, qui détruisent tout, c'est la pression, le son, en fait, qui détruit. Vous avez du son à
plus d'une centaine de décibels et ces ondes-là arrivent à pleine puissance dans le béton et ça détruit tout en fait. Donc l'eau permet de capturer une partie de cette énergie. Bref, j'en reviens au sujet. C'est juste énorme comme test et c'était très important et visiblement il s'est bien passé donc c'est génial de voir ça. Et pour ceux qui justement se disent oh 33 moteurs, s'il y a un problème c'est pas bon, ben justement ça illustre quelque chose de très important, c'est que s'il y a un problème avec un de ces moteurs, il s'arrête, c'est tout. Voilà, il y a plein de systèmes de détection maintenant, il peut s'arrêter. Et un truc aussi qu'il faut noter, c'est que il n'y a pas besoin des 33 moteurs pour atteindre l'orbite, même avec le chip par-dessus. Il y a de la redondance qui a été prévue dès le début. Et si vraiment il y a beaucoup de moteurs qui s'arrêtent, ben, ils peuvent perdre le booster parce qu'il ne pourra plus revenir à son site de lancement, mais ils pourront toujours lancer normalement la mission sans problème. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas, c'était 2 tests très importants pour SpaceX. Maintenant, il y a toujours des tests évidemment. Et ils ont commencé aussi à préparer. Alors, c'est apparemment le chip 24. J'avais dit 21 la dernière fois, mais c'est le 24 qu'ils ont, oui. Donc, ils ont notamment enlevé les points d'attache qui sont dessus. Ils vont refermer l'entièreté du bouclier thermique. Et du coup, peut-être en mars, on devra avoir un lancement. Peut-être. Éventuellement, on croise les doigts. J'espère. Ce premier lancement, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils vont lancer dessus, mais à peu près sûr. Ils vont peut-être mettre un truc à l'intérieur pour simuler une charge, évidemment, ils le mettent toujours. En général, quand ils font ça, ils mettent un truc un petit peu marrant pour juste le fun. Après, ce ne sera pas un test full orbital, parce que le chip ne va pas faire une orbite complète, il va juste être mais très légèrement en dessous d'une orbite complète pour qu'il ratterrisse. Le plan prévu depuis très longtemps, mais il faudra voir s'il modifie, c'est de le faire réentrer juste au nord des îles d'Hawaï et d'observer justement sa réentrée, voir si ça se passe bien. Parce que c'est le but aussi du second étage ici de SpaceX, c'est qu'ils veulent réutiliser le second étage, donc il doit pouvoir réentrer et survivre, un petit peu comme le faisait la navette spatiale. Donc ouais, on verra bien là-dessus, s'il continue avec ce plan-là. Le plan aussi pour le booster, c'est qu'il ne reviendra pas au site de lancement, mais il va faire comme si le site de lancement était dans la mer. Voilà, et il va essayer d'atterrir dans la mer, basiquement. Évidemment, ils vont perdre le booster, mais c'est juste pour voir s'il arrive à faire ce qu'il est censé faire. Donc, arriver, ralentir, et normalement, il devrait se faire attraper par les bras que vous voyez sur la tour de lancement. Oui, littéralement, il y a 2 bras. Et la tour de lancement va faire « Hop, je te tiens, booster !» Un petit peu comme ça, là. Poup, et puis le déposer sur la plateforme de lancement. Ça, c'est fou ce qu'ils comptent faire avec cette fusée. Donc, honnêtement, d'ici quelques temps, quand on verra qu'ils commenceront à faire ça, s'ils y arrivent, moi, je dis waouh, bravo. Donc, ouais, hâte de voir ça. Mais oui, probablement mars, peut-être mars plutôt, peut-être plus avril. On verra bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce tech, ça marche aussi. Ah, d'ailleurs, très vite fait, j'ai fait une vidéo sur la RAM. D'ailleurs, merci pour vos retours là-dessus. Je ferai d'ailleurs une vidéo où je testerai un peu plus le dual rank, mais j'ai pas forcément les kits pour tester ça. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Parce que personnellement, j'ai pas encore assez d'informations, selon moi, pour en parler correctement. C'est un sujet très important, mais un peu plus avancé. Du coup, oui, la vidéo a été tournée avant que je passe à 7900 XTX. C'est pour ça que vous avez toujours la 4090 dans le PC. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, des fois, je tourne une vidéo, puis je tourne une autre vidéo, et la première vidéo que j'ai tournée ne sort pas forcément en premier. Ça arrive, c'est tout à fait normal. Donc, yeah. Mais là, il n'y a plus aucune autre vidéo qui a été tournée justement quand il y avait encore la 4090. Mais bon, dans le futur, ça arrivera. Des fois, même des fois, d'une vidéo à l'autre, ma barbe repousse. Ça arrive. Je pense qu'il y en a qui ont dû le remarquer. Tout à fait normal. Donc, yep. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas ce texte, ça marche aussi. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes qui requièrent de l'écriture, vous pouvez laisser un commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!